Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Dominique Stucki, cet avocat, publie Raison d'être et société à mission, les coulisses d'un engagement. Avec lui, on évoquera les conséquences juridiques de la raison d'être, c'est le thème du livre. Et puis aussi, on reviendra sur l'actu, le départ d'Emmanuel Faber de Danone. Comment développer le tri dans l'espace public? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage qui se tient ce 18 mars. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai West Sea et ses vêtements fabriqués à partir de déchets plastiques marins. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Raison d'être et société à mission, les coulisses d'un engagement. C'est le titre du livre de mon invité Dominique Stucki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. On va évidemment détailler les thèmes de votre livre, ce regard de juriste sur le mouvement des raisons d'être. Mais d'abord, l'actualité, l'éviction d'Emmanuel Faber, le patron de Danone, l'apôtre du rôle sociétal des entreprises. Il avait fait de Danone la première grande société cotée à revendiquer ce statut d'entreprise à mission. Est-ce que vous diriez qu'il a été rattrapé par la réalité économique ? Alors effectivement, on peut noter que la crise sanitaire est passée par là et que le timing, si je puis dire, pour lui n'a pas été très favorable, puisqu'on lui reproche, d'après ce que dit la presse, principalement des performances financières qui seraient en deçà de ce que fait la concurrence. On va dire sur une échelle de court terme. En tout cas, il a probablement des raisons d'invoquer cette crise sanitaire peut-être pour expliquer la baisse de la performance. Ouais. Ensuite, tout dépend comment on la calcule, cette performance. Ouais. Car, bien entendu, si on regarde des métriques, on va dire classiques, peut-être que les concurrents que sont Nestlé ou d'autres ont un avantage aujourd'hui, mais peut-être que le calcul devrait se focaliser sur d'autres types de critères, comme par exemple une marge décarbonée, comme parfois les personnes de Danone le soulignent. Oui, mais alors certains chez Danone, évidemment, tous les actionnaires n'étaient pas sur la même ligne, mais il n'empêche qu'il a fini par être évincé. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une question effectivement, de temps long et d'impatience, c'est-à-dire qu'il y a le temps long que suppose la transformation énergétique, la transformation écologique, le passage par la raison d'être, puis la société à mission. Et puis, il y a l'impatience des actionnaires qui veulent du résultat. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Danone, c'est que c'est un statut, une qualité, la société à mission qui a été votée par 99,4% des actionnaires, y compris d'ailleurs, semble-t-il, certains des détracteurs récents. Ouais. Ce qui voudrait dire, d'une part, que le statut n'est pas remis en question, mais d'autre part, que la compréhension de ce que signifie ce statut fait débat. Et pourquoi ça fait débat? Probablement parce que les critères, ou plus exactement la priorisation des critères, n'est pas clarifiée. Si bien que, est-ce qu'on attend d'une société cotée en bourse du CAC 40 que d'abord elle, je dirais, délivre de la performance financière et que, si possible, à côté, elle rende compte de son impact social et environnemental? Ou est-ce que ces critères sont entremêlés et on en attend, je dirais, une performance globale, financière et extra-financière? Oui, en fait, c'est rentable et durable, et peut-être dans cet ordre-là. C'est probablement dans cet ordre-là que ça a été compris par beaucoup d'actionnaires, semble-t-il. Oui, mais c'est peut-être aussi dans cet ordre-là qu'il faut penser les sociétés à mission. C'est d'abord rentable et durable. Ce qui va dans ce sens, c'est que quand on lit notre code de commerce, qui est encore la référence et qui a été mis à jour par la loi Pacte, effectivement, vous avez raison, une société d'abord dégage des profits pour ses associés ou ses actionnaires. Il se trouve que désormais, elle doit aussi prendre en compte son impact social et environnemental. Dans l'ordre des choses. Ouais. Alors, il y a un autre fait d'actualité qui trouve une résonance dans les thèmes que vous développez dans votre livre. C'est la notion d'intérêt social quand on parle de l'OPA de Veolia sur Suez. Alors, peut-être il faut d'abord rappeler ce qu'est l'intérêt social dans la loi Pacte. Alors, l'intérêt social, il a effectivement été introduit dans la loi
pacte, alors qu'il existait déjà dans les décisions de jurisprudence et dans beaucoup d'articles du Code de commerce, même du Code pénal. Donc c'est une notion qui n'est pas nouvelle, mais qui a été introduite dans la loi en 2019. Par contre, la loi ne l'a pas définie. Si bien que beaucoup de personnes s'interrogent sur ce qu'il veut dire. On se demande si d'une part, si d'un côté, ça n'est que l'intérêt des associés, ou est-ce que c'est l'intérêt des parties prenantes, plus globalement. Auquel cas, évidemment, on peut avoir une vision qui est divergente, ce qui nous renvoie au débat d'avant. Oui, parce que oui, effectivement. Et puis pour Veolia-Suez, évidemment, l'intérêt social de Veolia et celui de Suez, là, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment compatibles, quoi. Exactement. Donc, on a des dirigeants qui, dans le cadre de cette opération, présentent leur propre intérêt social, si j'ose dire, tel que eux, en tout cas, le comprennent. Et finalement, une des questions qui se pose, c'est est-ce que l'opération est-ce que l'OPA est conforme à l'intérêt social, par exemple, de Suez, contrairement à ce que prétend son dirigeant, et si oui, si elle est contraire à cet intérêt social, est-ce qu'elle pourra avoir valablement lieu ? Oui, mais alors c'est ça. Est-ce que la loi Pacte... Alors vous dites que la définition, elle est floue. On pourrait discuter d'ailleurs de la façon de la rédaction de la loi Pacte et des zones de flou. Mais bon, est-ce que Suez peut s'appuyer sur la loi Pacte et la définition de l'intérêt social pour contrer l'OPA ? Est-ce que ça peut être un argument pour contrer l'OPA ? Alors, juridiquement, on verra si les tribunaux sont saisis de cette question. Mais s'ils le sont, ils vont effectivement avoir une difficulté qui va être de savoir, si, d'une part, ce qu'est l'intérêt social, vous l'avez dit, la loi est vague, elle ne donne pas la réponse, donc ce sera à eux, si j'ose dire, de la faire ressortir. Et d'autre part, quand bien même cet intérêt social serait défini et serait contraire, et l'OPA serait contraire à l'intérêt social, est-ce que néanmoins, ça empêche les actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre ? Or, l'apport des titres à une offre publique d'achat, c'est une décision individuelle. C'est-à-dire que ce ne sera pas une assemblée générale qui va se réunir, mais ce sera chaque actionnaire qui décidera en son âme et conscience s'il veut ou non réaliser cette opération. Si bien que finalement la question de l'intérêt social ne se posera pas vraiment. Oui. Dans votre livre, donc c'est un ouvrage collectif qui est coédité par Entreprises et Progrès, d'ailleurs, vous analysez les conséquences juridiques de la raison d'être. Donc c'est aussi un engagement juridique. C'est peut-être le message le plus important que vous voulez faire passer. Oui, et c'est d'ailleurs la raison de la rédaction de cet ouvrage, car il y a beaucoup d'ouvrages de très bonne qualité qui ont été écrits sur la raison d'être ou sur les sociétés à mission. On a voulu prendre un angle différent en rappelant que c'est un engagement juridique d'adopter une raison d'être dans ses statuts. C'est un engagement juridique d'adopter une mission dans ses statuts et que, en tant que tel, cet exercice nécessite aussi le regard du juriste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, envisager la chose sous l'angle managérial, sous l'angle de la communication, qui sont bien entendu des dimensions importantes. Et ce qu'on a voulu faire ressortir dans cet ouvrage, c'est que il y a une réflexion à deux niveaux. Une réflexion au niveau de la rédaction des statuts. Est-ce qu'il faut qu'ils soient précis ? Est-ce qu'il faut qu'ils soient larges ? Notre sentiment est qu'il faut qu'ils soient résilients, qui passent les crises, typiquement qui passent aussi des crises de gouvernance, comme on vient de le voir sur Danone, qui continuent après ces événements-là. Et le deuxième angle, le deuxième niveau de réflexion, c'est la mise en œuvre. Parce que si vous adoptez des statuts, quelle que soit la rédaction, on va vous juger en réalité sur les moyens que vous allez mettre en place, sur les mesures de performance. On en a parlé tout à l'heure, les indicateurs, c'est un élément clé. Et si vous avez mis les procédures, les moyens, les indicateurs qui permettent de les mesurer, alors on peut envisager les choses sur le long terme et probablement qu'à l'avenir, les dirigeants seront jugés là-dessus. Et alors, ce qui importe, c'est évidemment, on a commencé à en parler, mais c'est l'évaluation, la classification des engagements, la façon dont on les évalue même dans le bilan d'une entreprise. L'Europe est en train d'avancer sur cette question avec ce qu'on appelle la taxonomie européenne. C'est effectivement une classification. Ces règles communes, ça peut changer quoi, d'après vous ? Alors, ça permettra d'une comparaison, parce que ce qui est particulièrement difficile sur ces notions extra-financières, c'est que les référentiels s'opposent les uns aux autres. Je dirais, chaque société de gestion, si on prend ces acteurs de l'investissement, a ses propres normes. Les référentiels ne sont pas
comparable non seulement d'une société de gestion à l'autre, mais également d'un émetteur à l'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne sont pas sur les mêmes secteurs d'activité, ils n'ont pas les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas non plus les mêmes horizons. Et dès lors, effectivement, comparer ce qui n'est pas comparable rend, je dirais, la tâche très, très compliquée pour les investisseurs et même pour les dirigeants. Si bien que, en réalité, ce que vous venez d'indiquer, ces deux textes, il y a taxonomie, et puis il y a une directive, un règlement qui vient d'entrer en vigueur aussi, qui s'appelle SFDR, qui est entré en vigueur officiellement même au mois de mars, dont l'application s'échelonnera dans le temps. Ces textes européens vont nous donner un peu des guides pour arriver à mieux, je dirais, jauger la performance extra-financière des émetteurs. Et du coup, les sociétés de gestion devront elles-mêmes en rendre compte à leurs propres investisseurs. Merci Dominique Sutti. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Raison d'être et société à mission, les coulisses d'un engagement, coédité donc par Entreprise et Progrès. Tout de suite, c'est notre débat, le tri dans l'espace public. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment développer le tri dans l'espace public ? C'est le thème de notre débat à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage ce 18 mars. Pour en parler, j'accueille Patrick Bariol, directeur du développement de l'Eco. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là, bienvenue. Et puis avec nous en visioconférence, Alexandre Solacolu, le président de OALI. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement, bonjour à tous. Bienvenue à vous aussi. Patrick Bariol, l'Eco, c'est un éco-organisme de la filière des emballages ménagers. En quelques mots, c'est quoi votre métier et votre statut aussi ? Alors, pour être éco-organisme, il faut être agréé par l'État. Donc, c'est la première chose. Les éco-organismes sont des entreprises standards, mais qui ont la particularité d'être sans but lucratif. Donc, on est là pour travailler dans l'intérêt général. Et on pense qu'il est sain qu'il y ait une concurrence qui s'établisse en France. Oui, parce que vous venez de démarrer, vous êtes concurrent de Citeo qui existe depuis longtemps. Depuis près de 30 ans, ouais, et c'est un monopole. Et Citeo fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, gère seul la filière emballage, et on pense qu'il est sain qu'on donne le choix aux producteurs. Il y a certains pays européens comme l'Allemagne où il y a 10 éco-organismes. C'est peut-être trop, c'est bien qu'en France, il y en ait au moins 2. Au moins 2. Alors, OALI, vous allez aussi nous présenter OALI, Alexandre Solacolu, c'est une application qui permet de mieux consommer, mais aussi de mieux gérer ses déchets, c'est ça ? Oui, en fait, on a une vision plateforme et on essaie d'avoir une approche intégrée sur l'usager pour répondre à ces enjeux autour des déchets. Et donc, c'est moins produire de déchets et mieux les gérer quand on en produit. Et en fait, nous, on est une start-up qui est en phase d'accélération. Et notre objectif, c'est vraiment de donner les moyens aux individus de réduire l'impact de leur mode de consommation sur l'environnement. Et on verra que vous avez aussi des solutions pour les collectivités, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, puisqu'on est dans le tri dans l'espace public, collectivités et entreprises. Je vais donner un chiffre pour commencer, Patrick Bariol, que j'ai trouvé sur le site de l'Eco. Objectif de la France d'ici 2022, 75% de recyclage des emballages. On en est où aujourd'hui ? Alors, on en est juste à 70%. Il faut savoir que les 75%, c'est un objectif que la France s'est donné. Alors, ce n'est pas l'objectif de l'Eco ou de Citeo, c'est l'objectif de la France, c'est donné ça depuis plus de 10 ans. Ouais. Et on est toujours en dessous, on est juste à 70%. Donc, il reste une année et quelques pour atteindre l'objectif des 75%. C'est ça, et puis il faut le dépasser. Il faut déjà un objectif sur les bouteilles de boissons d'aller à l'horizon 2029 à 90%. Donc la France souhaite vraiment se donner des moyens. Alors, on se pose la question du tri dans l'espace public. Quelle est sa place aujourd'hui ? Si on compare le tri dans l'espace public au tri à domicile, est-ce que vous diriez qu'il y a une marge de progression qui est vraiment importante ? Alors, énorme. Et si on compare par rapport à des pays européens, on n'est pas très bon en France. C'est déjà pas très simple à domicile de savoir comment trier, même si la poubelle jaune, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, même si elle n'est pas jaune partout en France encore, même si on ne peut pas tout mettre encore dans la poubelle jaune en fonction des territoires. Mais ce qu'il faut, c'est
c'est que ce geste de tri qu'on fait à domicile, on puisse le faire partout. Et que ce soit aussi simple de faire ça au bureau, dans l'espace public, dans les transports, et ça, c'est pas encore en place. Et donc, ça dépend quoi, des investissements des communes, des collectivités locales en général? Alors, les collectivités locales sont évidemment doivent être aidées, et il faut qu'il y ait une volonté politique pour développer ça. Mais il y a tout ce qui s'appelle le hors-foyer, les lieux publics. Alors, malheureusement, on ne peut pas y aller en ce moment, mais les salles de spectacle, partout où on consomme des produits emballés, et on doit jeter les emballages, il faut que ce soit simple, et très simple pour le consommateur. Alexandre Solacolu, Oalis est aussi un outil à destination des collectivités? Oui, en fait, nous, on va essayer d'amener des solutions pour optimiser en fait les ressources des collectivités en matière de traitement des déchets. C'est-à-dire qu'on va révéler les points, ce que nous on appelle les points d'intérêt. Alors, c'est les points pour collecter les déchets, notamment les déchets recyclables, mais c'est aussi les points pour éviter de produire de l'emballage, parce que cet enjeu, cette ambition qui a été posée par la loi économie circulaire, qui porte assez mal son nom parce qu'elle donne l'impression qu'il faut justement créer des boucles, mais dans la loi, il est aussi fixé donc des objectifs, comme le rappelait Patrick Bariol, d'atteindre 90% du taux de collecte, mais aussi de réduire de 50% les emballages, notamment sur les bouteilles. Et c'est bien la réunion de ces deux objectifs-là qui va nous permettre d'avoir, on va dire, une performance écologique sur les territoires et donc pour les collectivités qui soient à la hauteur de ces ambitions. Donc nous, on va révéler ces deux ressources-là, celle de la collecte et celle de l'évitement du déchet. Et notamment, par exemple, si on reste sur la bouteille en plastique, c'est comment on peut sur un territoire se passer de la bouteille en plastique, parce que sur les endroits publics, en fait, c'est ça qui est le véritable enjeu, c'est d'utiliser sa gourde notamment. Mais les deux enjeux se croisent. Et effectivement, ce que rappelait Patrick, nous, on va essayer, par exemple, d'avoir une approche standardisée de l'information, parce que sur les territoires, ça varie tout le temps. Et même si même si les territoires s'organisent et même la France entière s'organise pour standardiser les consignes de tri, on va voir qu'en fonction du contexte, même sur un territoire donné, il va y avoir des variations. Par exemple, on va au stade, parce que je l'ai vu encore quand les stades étaient ouverts, mais au Stade de France, on va mettre un système de collecte qui n'est pas exactement le même que chez soi. Et donc, ça crée des distorsions de perception et ça perd en performance aussi de collecte. Pour bien comprendre, Alexandre Solacolu, ça veut dire que votre application, votre plateforme, elle permet de diriger, de gérer cette gestion des déchets d'une façon plus fine, plus harmonisée, c'est ça ? Exactement. En fait, ce que nous, l'ambition qu'on a, c'est de standardiser l'information en matière de déchets sur tout le territoire français en y apportant le contexte local à chaque fois. Et donc, du côté des collectivités, en fait, c'est d'avoir un outil le plus simple possible pour informer son usager. Et donc, en fait, on va être une plateforme au service de la collectivité pour améliorer la performance écologique de la gestion des déchets. Patrick Bariol, chez l'Éco, vous accompagnez aussi les collectivités avec quel type d'action ? Alors, notre premier objectif, c'est de réunir des producteurs volontaires pour un peu changer les choses dans cette filière. Et évidemment, c'est ensuite s'occuper de toute la chaîne, donc les collectivités, les recycleurs, et promouvoir les bonnes idées, les nouvelles idées. On a à notre conseil d'administration des nouvelles startups, des startups qui veulent repenser vraiment la façon d'appréhender les emballages. Il y a des nouvelles directions aussi à prendre qui sont de la consigne, par exemple. La loi AGEC a donné le pouvoir en 2023 au gouvernement de décider de lancer la consigne et de créer un incentive supplémentaire pour mieux trier, mieux recycler les produits. Une récente étude de l'ADEME dit que le fameux objectif de 90%, si on ne met pas en place la consigne, ça va être très tendu. Donc tous ces nouveaux sujets, la France est ce sont des nouveaux sujets à développer. Ouais. Donc même si on est tout petit, on va apporter notre pierre à l'édifice. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des infrastructures à construire, à mettre en place Oui, cette filière qui est financière, aujourd'hui les éco-organismes collectent de l'argent et reversent tout aux collectivités. Cette filière devient de plus en plus opérationnelle, ce qui justifie le fait qu'il n'y ait pas une façon de penser, une façon de faire les choses, mais d'être agile pour collecter plus,
trier mieux et donc mieux le recycler. Si on essaye de dégager des solutions, ce que disait Alexandre Solacolu est intéressant sur effectivement, même pour la poubelle jaune, en fonction des villes, d'abord elle va pas avoir la même couleur, et puis on va pas mettre exactement les mêmes choses en fonction des villes. C'est vrai aussi les poubelles qui sont dans la rue. Ouais. Souvent, on se rend compte que même une poubelle qui propose le tri, finalement, elle est mal utilisée par les passants, et ça décourage ceux qui pourraient avoir envie de trier de le faire. Donc, c'est quoi la solution pour vous? C'est de la pédagogie? C'est de l'uniformisation? Alors, la simplification, de la communication et de l'éducation, oui, pour expliquer pourquoi il faut séparer l'emballage pour qu'il soit mieux trié. Et c'est également, il faut être un peu innovant. Et alors, j'en profite pour annoncer que en Autriche, on appartient en fait, on est né d'un groupe européen qui s'appelle le groupe Riclé, qui est éco-organisme en Allemagne, en Autriche, et à Vienne, où il y a un problème, il y a le même problème. Riclé vient de lancer une application sur smartphone pour pouvoir déconsigner ces emballages directement dans les poubelles jaunes partout. Donc c'est une expérimentation qui est en cours. On est impatient d'avoir les résultats, mais il faut donner un incentive aussi aux consommateurs pour faciliter ce geste de tri. Alexandre Solacolu, ça passe aussi par le bureau, l'entreprise, c'est-à-dire que le geste de tri, ça peut même être un lien entre le domicile et l'entreprise d'une certaine façon. Alors effectivement, c'est un des points les plus engageants dans les entreprises, c'est-à-dire de faire le lien entre le chez-soi et son entreprise, et le véhicule, on va dire, des déchets et le bon véhicule. Encore faut-il que ce soit aligné entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au bureau. Et ce que je vous disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est bien cette standardisation de l'information. Et pour rejoindre ce que dit Patrick, sur l'incentive, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que à chaque endroit où on puisse être incité à avoir le bon geste. Et ce que vient de dire Patrick sur l'Autriche, nous, c'est ce qu'on va développer cette année aussi avec Wally, c'est de pouvoir incentiver, donc potentiellement déconsigner, gratifier un geste en fonction de l'endroit où on va se trouver et le rendre le plus simple possible. Et effectivement, le volet prescripteur des entreprises devient de plus en plus fort. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur les entreprises pour stimuler le geste de ses propres collaborateurs, mais aussi de faire de ses collaborateurs les ambassadeurs sur le reste du territoire des bons comportements. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat à l'occasion de cette journée mondiale du recyclage ce 18 mars. Et on en profite pour rappeler un principe simple, il n'y a pas besoin de rincer avant de trier, parce que souvent on consomme beaucoup d'eau à rincer ces emballages avant de les trier. Merci à tous les deux. Tout de suite, je vous propose Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Waste & See. Bonjour Daniel Rodriguez, bienvenue. Vous êtes le fondateur de cette marque de vêtements stylés et engagés. C'est comme ça que vous les définissez ? Bonjour, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on se définit, stylé et engagé. Quand et pourquoi vous avez créé Waste & See ? Alors Waste & See, on l'a créé pendant le premier confinement. Moi, comme tout le monde, on s'est retrouvé coincé à la maison. Donc, du coup, on a réfléchi et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la mode. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une marque. Mais évidemment, créer une marque, pas que. L'idée, c'était aussi de créer une marque qui ait du sens. Donc, pour nous, il y avait un message qu'on voulait faire passer à travers cette marque. Et ce message fort de la sauvegarde des océans. Voilà. Donc aujourd'hui, pour créer cette marque, on a utilisé une matière un peu particulière. En fait, cette matière, elle est réalisée à partir de déchets qui sont récoltés dans les fonds marins. Alors oui, vous allez nous expliquer ça. Effectivement, les t-shirts, les sweatshirts, celui que vous portez par exemple, ils sont fabriqués avec un tissu pas comme les autres. Déjà, moi j'ai du mal à imaginer comment une bouteille plastique peut devenir un fil. Expliquez-moi ça. Alors déjà, la première étape, c'est la récolte. Donc c'est la société Sequal Initiative, qui est basée en Espagne, avec qui on collabore, qui récolte en fait les déchets dans les fonds marins grâce à des bateaux de pêche qu'ils affrètent.
Tous ces déchets en fait sont triés, sont conservés uniquement les plastiques. Donc les plastiques sont lavés, ils sont broyés, fondus, puis étirés sous forme de fibre. Et cette fibre, on l'associe à du coton bio, et c'est ce qui nous permet derrière de réaliser des t-shirts et des sweats. Mais donc cette fibre, techniquement, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle fibre synthétique, ou alors ça suppose quelques contraintes? Il y a quelques contraintes, effectivement. Il faut bien caler au niveau du tricotage. Il faut bien serrer la matière aussi pour qu'elle soit bien compacte et bien résistante. Il y a des réglages à faire industriellement pour aussi, on va dire, caler la contexture de la matière. Et on a aussi, c'est une matière qui est un petit peu plus fragile qu'une autre, donc forcément, il y a des temps d'arrêt de machine qui sont un petit peu plus longs que pour créer un textile quelconque. Donc techniquement, il y a de la mise au point, et donc on est passé par pas mal de mises au point, effectivement. Il y a eu pas mal de mises au point et de recherche et développement autour de ces vêtements. Mais alors, si vous dites que la matière est un tout petit peu plus fragile, est-ce que ça veut dire que vos vêtements sont moins durables? Parce que à quoi ça sert d'être dans cette démarche si les t-shirts durent moins longtemps? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, tout à fait. Alors, pas du tout. Bien au contraire, nos t-shirts et nos sweats sont tout à fait durables. Ils sont, comme je vous ai dit, en fait, nous, on a utilisé un tricotage qui est très serré, très dense. Donc, ce qui permet en fait que les fibres soient bien liées les unes entre elles. D'autant plus que la matière elle-même, le coton bio avec le polyester recyclé, avec ce plastique recyclé, et un retordu à très forte, avec beaucoup de tours, si vous voulez, ce qui permet que cette matière ne se fragilise pas dans le textile. Donc, ce qui fait qu'en fait, nos sweats et nos t-shirts, par exemple, aujourd'hui, on en a déjà commercialisé, on a de très bons retours de la part de nos clients. Vous pouvez les laver plusieurs fois, ils ne bougeront pas. On a aussi fait une teinture à cœur de la fibre, contrairement à ce qui peut se faire sur de la teinture normale ou qui va être fait en fait en plongée en vêtements. Nous, on ne fait pas de la teinture plongée en vêtements, on fait de la teinture sur rouleau, donc ce qui permet en fait à la fibre d'être bien teinte à cœur et donc de ne pas se délaver. Donc on a une résistance aussi des retraits au lavage, puisque la matière elle est elle aussi très serrée, donc ce qui évite tout type de retrait. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir créé un vêtement qui dure dans le temps. Il faut savoir aussi que la matière qui est dans ces sweats, qui est un polyester recyclé, apporte une résistance. Et aujourd'hui, c'est une matière qui a fait ses preuves, puisque dans le temps, c'est une matière qui résiste et qui permet aux vêtements de durer plus longtemps. Merci ça, c'est une beaucoup. évidence. Merci Daniel Rodriguez. Bon vent à West NC, à votre marque de vêtements. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à tous et à toutes.